Mais que c'est gai, Sébastien, de se promener dans ces belles couleurs automnales. Est-ce qu'il y a meilleur endroit qu'un bois pendant l'automne? Non. Je ne pense pas non plus. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé de parler du bois, de manière générale, de la filière bois, dans cet épisode du mois de novembre. Novembre aussi, quelque part, le mois de l'arbre. On plante l'arbre à la Sainte-Catherine, tout arbre prend racine. Voilà, s'il Exactement. fallait le rappeler. Alors il y aura aussi quelques chroniques, 3 chroniques. Moi, je vais aller retrouver Roger à Randeux et on va aller se promener dans les bois pour voir les arbres remarquables. Ils sont tous remarquables finalement. Ouais, c'est Ouais. vrai. Et puis on retrouvera Virginie, comme le mois passé. Elle va nous parler cette fois-ci de et gourmande, miam miam. Et puis on trouvera François, qui lui va nous parler encore une fois d'arbres, mais cette fois-ci comment, dans nos jardins, les protéger à l'approche de l'hiver. D'accord. Alors concernant la filière bois, moi je vais directement retrouver Hugues qui va faire un petit peu l'état des lieux justement de cette filière. Et puis j'irai à Gèvres retrouver Christian dans une scierie qui suit la filière des feuillus. C'est une scierie chêne en fait. Et Hugues Frère sera dans toutes nos séquences. Il va faire vite la liaison entre G et Floref pour me retrouver avec Xavier Michaud. Et on va parler là de l'ossature bois, les maisons en ossature bois. Et là, ce sera plutôt la filière résineux. Belle balade. C'est parti, bonne balade. Hugues, tu es directeur du Centre belge d'information technique sur le bois. Oui. On est ici dans une magnifique forêt à Louvain-la-Neuve. Le bois de Lozelle. Voilà, c'est super agréable avec ces belles Ouais. couleurs d'automne. Oui, magnifique. Alors on va commencer par faire un état des lieux justement de la forêt en Europe et en Belgique en particulier. La forêt européenne, elle est grande, elle représente 33% du territoire. Il y a quand même 200 millions d'hectares en Europe. Et alors en Belgique, fatalement, la forêt est plus réduite. Elle représente 700 000 hectares, mais c'est quand même 23% du territoire aussi qui est couvert par de la forêt. Et encore un peu plus en Wallonie. Et encore un peu plus en Wallonie, c'est 33% sur la Wallonie, oui. Il y a beaucoup plus de forêt en Wallonie, fatalement. Il y a 550 000 hectares de forêt en Wallonie et le solde en Flandre. Alors ce qui est super important, c'est le rôle aussi de la forêt. On pense au premier rôle qui est le rôle récréatif, loisir, mais il y a d'autres rôles très importants. Oui, le rôle récréatif, c'est un des rôles, effectivement. Il y a également un rôle écologique, un rôle environnemental. La forêt, elle abrite énormément d'espèces, tant la faune que la flore. La forêt joue des rôles. Elle joue des rôles de protection de sol, de filtration des eaux, etc. Elle est très importante pour notre biotope, pour l'écosystème. Mais alors, évidemment aussi, et c'est un des rôles principaux, c'est un rôle économique. La forêt, elle permet de sortir du bois, de valoriser du bois dans la construction et dans d'autres usages. Alors dans le côté écologique, il y a aussi l'absorption de CO2. Ah oui, il est capital, effectivement, c'est un rôle super important, surtout aujourd'hui. Tout le CO2 qui émane de nos voitures, de l'industrie, de notre chauffage, etc., eh bien, en fait, il pourrait être capté par les arbres qui en font du bois grâce au processus de la photosynthèse. Et grâce à cela, et si on utilise le bois par après, ben, ça permet de stocker du CO2 à long terme. Et dans un même temps, c'est ça qui est génial, c'est que l'arbre, il produit de l'oxygène. Donc, en fait, l'arbre, il assainit l'atmosphère. C'est miraculeux en fait, hein. On ne se rend pas compte, mais c'est bien de le redire. Alors oui. Tu l'as dit, il y a aussi un rôle de production. Donc à l'inverse, à partir du moment où on les coupe, ces arbres qui sont tellement importants. Oui. Alors effectivement, il faut les couper lorsque les arbres sont à maturité. En fait, il se fait qu'à ce moment-là, ils acquièrent une dimension qui permet de valoriser leur bois. Ils absorbent un petit peu proportionnellement moins de CO2. Et donc, c'est tout l'intérêt des jeunes plantations, entre autres, c'est que dès qu'on coupe un arbre, eh bien, c'est important de replanter. C'est ce qui se fait en Europe, puisque la forêt ne cesse de croître. Et à partir du moment où on replante, les jeunes plants, ils ont une capacité d'absorption du CO2 qui est très importante, qui est exponentielle par rapport aux vieux arbres. Donc 2 choses importantes, la forêt ne cesse de croître en Europe et en Belgique. Et puis comme tu le dis, les jeunes, donc ne vous effrayez pas quand on coupe des arbres. D'abord on va s'en servir et en plus les jeunes arbres ont une meilleure absorption de CO2. Oui, tout à fait, c'est vraiment un concept très important et qui va parfois à l'encontre de ce que les gens peuvent penser. Qu'est-ce qu'on plante chez nous? On plante principalement des résineux et des feuillus. Pour les résineux, c'est principalement de l'épicéa du Douglas, pour les feuillus, du hêtre et du chêne majoritairement. Au niveau de la durée de croissance? Elle est très différente. Chez les résineux, elle est très courte. On prélève les arbres après 70-80 années. Chez les feuillus, c'est beaucoup plus long, c'est 200-250 ans. Beaucoup plus long, effectivement. Très court, mais quand même difficile d'anticiper. Ah oui, c'est clair. Sur une durée de vie aussi longue, il y a plusieurs forestiers qui sont passés, oui. Alors, où vont les arbres qu'on plante chez nous? Alors les arbres, les scieries en tout cas chez nous, elles scient que des bois majoritairement issus de Belgique, voire d'Europe. Mais il est évident qu'il y a une partie de ces bois-là qu'elles ne peuvent pas transformer et qui part à l'étranger.
C'est un sujet assez brûlant pour l'instant. Tout à fait. On ne va pas s'attarder dessus parce que nous, ce n'est pas le but, mais on va s'intéresser à la transformation. Et je te propose qu'on aille dans une scierie à Gèves, à la scierie Hontoire. Oui, tout à fait. On poursuit le cheminement du bois. On est ici dans une scierie parce que le bois terminera de toute façon dans une scierie, mais ce n'est pas la même s'il est résineux ou feuillu. Et d'ailleurs, la finalité n'est pas la même. Oui, tout à fait. Les scieries sont bien distinctes. Il y a des sciages de résineux, des scieries de résineux, des scieries de feuillus. Il y a un petit peu de scieries mixtes. Mais effectivement, la finalité n'est pas la même. En résineux, c'est principalement axé construction. En feuillu, les produits sont très divers et le sciage va fortement s'adapter en fonction de la diversité des produits. Il sera en général un petit peu plus lent que dans une scierie de résineux. Il reste beaucoup de scieries en Belgique? Une centaine. On a vraiment un phénomène de concentration avec des entreprises les plus grosses qui subsistent et des entreprises les plus petites qui disparaissent. Alors moi, je vais aller retrouver Geoffroy, qui est en fait le propriétaire ici de la scierie. Et je vais te laisser aller retrouver Sébastien et vous allez aller justement visiter une construction d'ossature bois. À bientôt. Merci Hugues. Avec plaisir. Bonjour à tous, alors nous voici devant une magnifique haie champêtre. On parle beaucoup des haies pour le moment pour tous les services qu'elles nous rendent. La haie, c'est un brise-vent, c'est un coupe-vue, elle freine aussi l'érosion des sols et elle facilite la pénétration des eaux de pluie dans la terre. Bref, que du bénéfice. Et puis, il y a aussi un atout qu'on oublie souvent, c'est la fonction nourricière de la haie. Et oui, dès l'automne, tous ces petits arbustes nous fournissent quantité de petits fruits, de petites baies qui régalent nos papilles. Et ce sont des recettes de grand-mère qu'on a souvent oubliées d'ailleurs. Par exemple, ici, je me trouve tout près d'une aubépine. Et l'aubépine, elle nous donne des petites senelles, ces petites baies rouges qui sont délicieuses en gelée ou dans des biscuits, des tartes, etc. À manger cuit de préférence. On a aussi ici le rosier sauvage, qu'on appelle aussi l'églantier, et qui nous donne les cynorrhodons, ces petits fruits qui sont exquis en confiture. Parmi les arbustes gourmands, on trouve aussi le prunelier avec ses petites prunelles, des petites prunes noires très très bonnes aussi à manger en compote, en gelée, etc. On trouve aussi le cornouiller mâle qui nous fournit ses cornouilles jolies baies d'un rouge vif, très bonnes aussi à préparer dans toutes sortes de recettes sucrées. Attention à ne pas confondre avec le cornouiller sanguin dont les baies sont beaucoup moins digestes. Alors ici, on se trouve en présence d'un fusain. Et le fusain, il est intéressant pour les oiseaux parce que toutes ces haies gourmandes fournissent aussi de la nourriture pendant toute la saison froide pour quantité d'espèces animales sauvages. Les oiseaux vont se délecter avec ces petites baies, ces petites fleurs magnifiques qui sont surnommées bonnets d'évêque. Savez-vous que le fusain est l'arbre à partir duquel on fait les fameux crayons du dessinateur et ce depuis des temps très anciens? Alors, ce qui est génial dans la nature, c'est que toute cette petite faune qui se nourrit de ces fruits, ces petits fruits d'automne, participe à la dissémination de ces essences au travers de leur déjection. Le mois de novembre est la période idéale pour réaliser vos plantations d'arbres, d'arbustes, etc. Aujourd'hui, je vous propose de planter une haie gourmande au jardin. Alors j'ai sélectionné différentes essences indigènes et parmi ces essences, dont je ne vous ai pas encore parlé, eh bien, il y a le sorbier des oiseleurs. Ce petit arbuste nous offre des baies qu'on appelle les sorbes, délicieuses en marmelade, en confiture. Elles accompagnent à merveille le gibier. Alors ce sorbier des oiseleurs, il porte bien son nom puisqu'il attire plus de 70 espèces d'oiseaux différentes qui raffolent de ces baies aussi. Alors on a aussi la bourdaine qui a aussi des petites baies qui sont très appréciées par la petite faune sauvage. On va commencer par préparer un pralin. Alors on mélange un peu de terreau avec de l'eau et on va baigner les racines des arbustes dans ce mélange pour bien préparer la plante. Pendant ce temps-là, pendant que ça macère, eh bien, vous creusez le trou. Alors le trou, il doit être suffisamment large pour que la racine puisse bien se déployer. Donc elle doit être totalement couverte et elle doit avoir un petit peu d'espace. Donc creusez quand même, je dirais, un peu plus large que la pelle et aussi profonde que la pelle également. Alors les arbres se placent à peu près à 80 cm les uns des autres. Une fois que vous avez fait votre trou, vous mettez un peu de terreau dans le fond. Vous prenez votre arbuste à racines nues, vous le placez dedans, vous remettez encore un petit peu de terreau sur les racines, vous rebouchez de terre et vous arrosez abondamment. Dès l'automne prochain, vous pourrez faire votre première récolte de petits fruits et concocter des recettes originales. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain.
Bonjour Christian. Bonjour. Alors je m'attendais à voir Geoffroy, mais comme c'est une scierie de père en fils, eh bien j'ai le papa Christian. Oui, Christian, la 3e génération, et Geoffroy, la 4e génération de scieurs de chêne. De chêne, bah justement vous venez de le dire, vous êtes une scierie de feuillus, mais plus spécifiquement de chêne. Alors l'œil en fait du responsable de la scierie, du scieur, est super important parce que déjà au moment où il va acheter le bois sur pied, il va juger de la qualité. Exact, c'est Geoffroy qui va voir les bois sur pied, qui donne une valeur suivant qualité et diamètre des grumes. Et il va voir ces bois au niveau public et privé. Ils proviennent d'où ces bois? La plupart des approvisionnements se font en région wallonne avec un faible pourcentage le long de la frontière française. Alors à tous les niveaux, l'œil est important parce qu'en fait, la finalité du bois ne va pas être la même en fonction de sa qualité. Très important de connaître ce métier. Les bois arrivent en grumes sur le chantier de découpe où ils sont pris en charge par le découpeur qui donne une première sélection aux grumes et suivant également les commandes, trace ces bois qui sont ensuite destinés à la scierie et au scieur qui lui également a un pouvoir de décision pour faire tous les produits que l'on fait, c'est-à-dire bois de menuiserie, bois de charpente, travers jardin, parquet, bardage, bois de structure et naturellement les produits connexes. Qui ne sont pas très valorisés, il faut bien le dire. Exact, depuis un an. Mais par contre, rien ne se perd parce que même l'écorce est utilisée. Exactement. Alors Christian, on ne va pas se quitter de manière hypocrite. Vous l'avez dit, 4 générations. Malheureusement, votre beau métier rural et également local est en péril. Oui, exactement. Depuis plusieurs mois, nous rencontrons de grosses difficultés d'approvisionnement au niveau matières premières suite à des achats inconsidérés de traders chinois qui nous coupent notre approvisionnement. Et nous sommes vraiment, toute la filière est en grande difficulté à l'heure actuelle et pourrait éventuellement disparaître dans les mois ou années à venir. En tout cas, voilà, on vous souhaite un bon courage, Christian, et merci. Merci beaucoup. Hello François. Salut Sébastien. Alors on a beaucoup parlé de la filière bois dans ce geste du mois, mais le bois c'est avant tout dans nos jardins. Et on pense notamment à tous ces arbres fruitiers. Est-ce que quelque part, c'est pas le bon moment pour s'en occuper, pour leur donner quelques soins? Mais tu parles d'arbres fruitiers. En effet, les arbres fruitiers, mais ils demandent aussi un suivi permanent tout au long de la saison de végétation. Ils ont porté les fruits durant l'été. Maintenant, on arrive en période de repos végétatif. Les feuilles commencent à tomber. Et effectivement, c'est le moment d'en prendre soin, notamment pour éviter que toute une série d'agresseurs, de ravageurs, les attaquent lors de la saison prochaine. Je vois justement un cas concret là-bas. Je te propose d'aller s'en occuper. On y va. Voilà, on y est, le cas concret. On est en dessous d'un mirabellier. Première chose évidente, c'est qu'il faut supprimer toute une série de petites branchettes pour éviter le surplus, tout simplement. Voilà, c'est ça. Donc c'est le moment ici, après la récolte, de bouger toutes les branches excédentaires, et donc qui n'ont pas assez de lumière et qui, de toute façon, ne porteront pas de fruits la saison prochaine. Et après ça, évidemment, on pense imaginer cicatriser voilà. ce genre de coupe. Exactement, parce que la coupe crée une plaie et donc il est important d'empêcher l'humidité de pénétrer dans l'arbre. Parce que l'humidité est propice pour les champignons, les bactéries et risque alors d'infecter l'arbre. Donc c'est pour ça que maintenant, je propose de colmater la plaie avec un mastic cicatrisant qu'on va badigeonner, qui est très élastique. Donc comme ça, il va prendre la forme de l'arbre au cours des années et bien protéger et cicatriser la plaie. Donc là, c'est bien badigeonné, ça permettra une bonne cicatrisation. Après, on va parler du tronc. Il faut aussi faire quelque chose ici pour protéger l'arbre de cet hiver qui arrive. Donc voilà, donc sur les troncs, sur les ramifications, dans un premier temps, donc, je conseille de brosser, de nettoyer l'arbre. Voilà, donc on peut, de façon assez énergique, bouger tous les morceaux d'écorce qui veulent tomber. Les peaux mortes, Les peaux mortes, voilà, c'est ça. Bon, toutes les écorces qui sont prêtes à tomber. Et je vais venir colmater un blanc arboricole, donc en fait qui est à base de chaux et qui va permettre de créer une barrière physique pour tous les insectes. Parce qu'il faut savoir qu'ici, avec l'arrivée de l'hiver, le gel risque de provoquer des fissures. Et c'est dans toutes ces fissures, dans toutes ces points d'enchevêtrement que les insectes ravageurs vont pouvoir se nidifier. Donc que ce soit des larves de pucerons, des œufs d'acaria, etc. Et le blanc arboricole va empêcher les insectes de pondre et aussi
protéger l'arbre contre les invasions futures. Alors, chose importante, parce qu'ici c'est un fruitier, il y a donc des fruits, c'est un produit 100% naturel. C'est un produit tout à fait naturel à base de chaux et qui protège donc contre les vers des insectes et toutes ces choses-là. Merci François pour tout ceci. Peut-être juste rappeler à nos téléspectateurs que cette couleur, elle va disparaître au fur et à mesure du temps. Roger, on va se faire une petite balade dans les bois. On va se faire une petite balade dans les bois. C'est une belle période, hein, l'automne. Très très belle période, surtout avec les couleurs de maintenant, les rouilles, les rouges, les verts des épicéas, tout ça c'est très très beau. Effectivement. Alors ce sont des balades que tu connais bien puisque anciennement tu étais le responsable du syndicat d'initiative de Rang 2. On est sur la commune de Rang 2 et tu as balisé beaucoup de promenades. Voilà, j'ai balisé, enfin évidemment avec des amis, on a balisé plus ou moins 80 km de promenades qui se répartissent sur 10 promenades différentes dans la commune de Rang 2. D'accord. Alors nous on va aller faire celle dont tu es le parrain. Oui, on va faire la promenade des arbres remarquables, voilà, qui fait 5,5 km, qui est une promenade familiale parce qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé. On passe un petit ruisseau, les enfants sont toujours contents de pouvoir jouer dans l'eau en passant. Alors on va voir beaucoup d'arbres, pas que des arbres remarquables. Hein. Non, beaucoup d'arbres. On a une forêt mélangée, donc c'est ça qui était très intéressant. Et ça donne des ouvertures aussi parfois sur les vallées, donc c'est très très beau comme balade. C'est la balade des arbres remarquables parce qu'il y a des arbres classés remarquables dans cette balade, mais finalement on peut dire que tous les arbres sont remarquables, c'est juste magnifique. Et ici on est dans un endroit qui est représentatif de la balade. Oui, on est dans un endroit très 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 beau parce qu'il y a plusieurs espèces différentes. Donc on a des chênes, on a du hêtre, on a des épicéas, on a du Douglas et d'âge tout à fait différents. Donc on a des jeunes pousses et on a des arbres qui ont déjà plus de 80 ans. Et tout ça fait une uniformité de la forêt qui est très très belle. Oui, en plus à cette saison avec les couleurs. Et est-ce que tu as aussi d'autres espèces à d'autres endroits de la balade? Alors on a quelques houx qui poussent aussi sur la balade, on a du charme et on a évidemment aussi toute la flore et faune qu'on peut trouver dans la forêt ici. Et puis on a aussi alors des arbres remarquables qui sont vraiment classés et qu'on va aller voir. On y va? On y va. Combien d'arbres classés remarquables on peut trouver sur la balade? Alors, il y a quelques années, on trouvait une dizaine d'arbres. Maintenant, ils meurent naturellement et on en trouve encore 4-5. Dont celui qui est derrière nous. Dont celui qui est derrière nous et qui vient de perdre une branche il y a 1 an, une des grosses branches. Et qui porte un nom. Et qui porte un nom, c'est le hêtre à la Vierge. Pourquoi? Parce que derrière l'arbre, il y a une vierge, une potale avec une vierge et qui date d'avant la guerre 40-45. Et pourquoi ces arbres en fait sont classés remarquables? Alors ces arbres sont sur une limite de commune, mais qui était aussi peut-être avant la limite entre la principauté de Liège par exemple et le duché de Luxembourg ou les Pays-Bas, sous Marie-Thérèse d'Autriche. Et c'est ça qui fait qu'ils sont remarquables? Alors ils sont remarquables parce qu'ils avaient une forme spécifique. On les taillait souvent pour pouvoir trouver, ils servaient un peu de borne, comme une borne de terrain. Et comme ils avaient une forme spécifique, on savait facilement les retrouver dans le bois, pour savoir où se trouvait exactement la frontière. Alors moi, je te propose, c'est la tombée de la nuit, mais on va encore un petit peu marcher et continuer à profiter de cette magnifique forêt. Hugues, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre ici à Florey. Vous venez de Gèvres, c'est pas très loin, mais néanmoins, vous avez fait le déplacement. Vous avez beaucoup parlé avec Corinne de la filière feuillue. Oui. J'ai envie de m'intéresser moi plutôt à la filière résineux. Est-ce que c'est possible, dans un premier temps, pour nos téléspectateurs, d'expliquer un petit peu ce que représente cette filière en Belgique? Alors c'est déjà étonnant parce qu'en fait, il y a plus de feuillus que de résineux en termes de superficie. Cependant, on transforme jusqu'à 100 fois plus de résineux que de feuillus. Et concrètement, du coup, avec le résineux, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est très simple, entre autres de la construction. La structure même de nos charpentes est en résineux. Il y a également de la caisserie, de la paletterie qu'on peut faire avec ce type de bois. C'est jusqu'à 90% des charpentes qui sont faites en résineux, c'est Oui, ça? je dirais presque 100%, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui explique du coup que le résineux est peut-être mauvaise cote en Belgique? On n'en parle pas beaucoup, il est peu connu, il est peu séduisant aussi. C'est historique, on préférait montrer du feuillu, qu'on appelait d'ailleurs noble, par rapport au résineux qu'on avait tendance à masquer. C'est une question d'habitude et pourtant c'est
qualités sont parfaites pour être utilisées en structure comme ici ou en charpente, absolument aucun problème. Il a un rapport poids par rapport à ses propriétés mécaniques qui est extrêmement intéressant. Merci Hugues pour toutes ces explications. Maintenant, on va retrouver Xavier à l'intérieur du bâtiment qui va nous parler plus en détail justement de toutes ces constructions. Parfait. Xavier Michaud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes constructeur de maisons en ossature bois, vous êtes l'entrepreneur de ce chantier. Est-ce qu'on peut dire que cette maison, c'est du bois 100% belge? Oui, bien entendu. Donc on a travaillé ici avec de l'épicéa qui vient principalement de Belgique, avec notre label bois local. Donc dans un rayon de 200 km de l'entreprise, on s'approvisionne en bois. Et donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont les avantages justement d'une maison en ossature bois comme celle-ci? Eh bien, c'est un confort de vie global avec plusieurs éléments qui sont issus de la maison. Donc c'est une très bonne isolation au niveau de la maison elle-même, un confort avec des matériaux sains, donc neutres en bois, et une ambiance générale agréable dans une maison. C'est vraiment un confort de vie général. Et puis un gros avantage, c'est celui pour le constructeur, puisque dans ces situations, vous pouvez faire énormément de préfabriqués et donc aller plus vite, tout simplement. Bien entendu. Donc la construction bois démarre en fait beaucoup dans notre bureau d'études, où on va vraiment dessiner la maison sur des logiciels spécifiques. Donc ça nous permettra vraiment d'anticiper toute cette préfabrication qui ira jusqu'à la commande des châssis, les ouvertures de fenêtres, avant, je vais dire, la pose la première fondation. Et ensuite, tout va être préfabriqué en atelier, ce qui nous permettra vraiment d'arriver à des montages ici, comme des maisons comme ici. En une semaine, on est capable de faire un gros œuvre fermé de la maison. Le maçon travaille au centimètre, le menuisier au millimètre, c'est ça? C'est souvent ce qu'on dit, oui. Par contre, on entend d'autres légendes, on pense notamment à celle des trois petits cochons, avec ces problèmes d'incendie, ces problèmes de stabilité. Qu'est-ce que vous avez à répondre à toutes ces légendes urbaines, entre guillemets? Ah ben, cette légende, on ne peut pas l'effacer, parce qu'elle est toujours là dans nos têtes. Par contre, on sait vraiment prouver qu'on n'est plus dans cette réflexion de se dire qu'une maison en bois peut être soufflée par un grand méchant loup, parce que il y a toutes des études qui sont derrière, il y a des stabilités qui sont réalisées. Au niveau du feu, on peut gérer vraiment ces risques incendies par tout matériau différent, et donc on ne construit plus des maisons qui s'enflamment comme des allumettes. Un autre problème actuel, c'est peut-être ce problème de pénurie lié à la situation sanitaire en Belgique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la situation à l'heure actuelle? Donc on a vécu une partie de l'année, début d'année 2021, vraiment dans une crainte de pénurie de bois. Donc l'approvisionnement était difficile. On a su gérer ça de manière professionnelle, mais c'était quand même très difficile. Maintenant, cette pénurie n'existe plus parce qu'on a réussi, nos scieurs, nos fournisseurs de bois ont réussi vraiment à rattraper ce retard. Et donc il n'y a plus une réelle pénurie catastrophique comme on pouvait imaginer. Et donc actuellement maintenant, on peut construire des maisons à temps et à heure, avec des bois, avec des panneaux, avec un prix qui est encore raisonnable. Ça veut dire que la propriétaire de ce chantier peut s'attendre à avoir sa livraison à l'heure. Ah là oui, on sera clairement à l'heure. On reviendra voir le chantier fini. Merci en tout cas Xavier pour toutes ces explications. Très et bien. puis bonne continuation. Merci à vous. Sébastien, je sais pas toi, mais moi j'en ai pris plein les yeux dans cette émission. C'était juste magique. Et puis en plus, j'ai appris plein de choses. J'en ai pris plein le coup, je parlais courant d'air, j'ai un bon gros rhume. Je suis bien encombré du nez, je penserai à me couvrir la prochaine fois. Tu veux absolument qu'on voit ta salopette? Je pensais que tu aurais pris quelque chose de chaud aussi pour finir cette émission. Bref, j'espère que vous avez aimé vous aussi cette émission consacrée au bois, à l'arbre de long et en large. On a parlé de toutes les filières. J'espère qu'on a été assez complet. Vous avez compris surtout qu'il y a une vraie problématique là derrière. Les séquences sont à revoir bien évidemment sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter-les, partagez-les aussi. Et puis alors le mois prochain, Sébastien, c'est un peu le mois des cadeaux, c'est le mois de décembre. Et si on faisait des cadeaux verts? Ah, emballage vert. Non, Sébastien, vert partout, vert. Emballage vert tout à vert. l'intérieur. Voilà, vert à l'intérieur. Ciao. Ciao, au mois prochain. Hashtag concours. Ce mois-ci, notre partenaire DCM vous propose de gagner du mastic cicatrisant. Il s'agit en fait d'une solution pour soigner les plaies dues à la taille. Ce mastic forme une barrière physique qui favorise la cicatrisation et rend la plaie inaccessible aux champignons et aux bactéries. Alors comme toujours, la solution que nous vous proposons est facile d'emploi. Elle est élastique, non toxique et résistante aux intempéries. Pour gagner notre concours, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Y a-t-il plus de feuillus ou de résineux en Belgique? Envoyez-nous la réponse
réponses par mail à concours@canalzoom.be ou par message privé sur la page Facebook du Geste du Mois.